Ce soir, on m'a demandé de faire un shiur sur les lois de Shavuot. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer d'apporter les halachot les plus demandés concernant cette fête. Et bien sûr, la préparation de la fête de Shavuot, c'est pas simplement une préparation halachique. Nous, on va faire dans ce cours la préparation halachique, mais il y a une grande importance à la préparation spirituelle. On s'y prépare depuis déjà Pessah, Shiva Shavuot, Tisporlach, et une des grandes préparations, c'est Vayichan Sham Israël Neged Ha'ar, Ke'ish Echad Belev Echad. C'est de réussir à être vraiment en une union parfaite dans le Ham Israël, surtout après la tragédie de Méron. Et un des points à souligner, je commence tout de suite le cours d'Alacha, un des points à souligner, c'est que le terme qu'on connaît tous des élèves de Rabbi Akiva, c'est lo na'agu kavod ze bazeh. Alors c'est un terme bizarre, c'est pas qu'ils se sont pas respectés, ils n'ont pas eu de coutume de kavod. C'est ça le terme, na'agu. Ils n'ont pas fait le minag de kavod. Donc ça ne veut pas dire qu'ils se sont d'afka méprisés ou pas respectés, c'est plutôt dans un terme, ils n'ont pas été actifs au niveau du kavod. Donc des fois il y a des gens qui font de mal à personne, mais par contre ils ne sont pas là pour être actifs au niveau du Havat Israël, actifs au niveau du respect d'autrui. Et on attend ici le contraire, Na'agu Kavod Zebazeh. Bon, c'était une petite Nekuda, on va commencer tout de suite les halachot. Alors, on va faire un petit peu dans le seder chronologique de Shavuot. Alors, premièrement, c'est évident que beaucoup de personnes ont très envie de se couper les cheveux, puisque c'est une période qui était complètement interdite, surtout chez Chabad, où on respecte toute la période jusqu'à la veille de Shavuot. C'est vrai que les Sfaradim qui ne suivent pas l'opinion du Harizal, ils vont pouvoir se couper les cheveux déjà depuis le jour de l'Akba Omer cette année, puisque c'était Erev Shabbat. Mais sinon, beaucoup comme nous ne se coupent pas les cheveux. Donc, étant donné que Shavuot va tomber dimanche soir, alors la permission qui est marquée pour notre minag, c'est Erev Shavuot, donc ça veut dire dimanche. Et en même temps, c'est une grande mitzvah, comme c'est apporté dans le Siman 260, et c'est la même chose pour les lois de Yom Tov, de ne pas rentrer avec des cheveux longs. Donc, ce n'est pas simplement qu'il y a une permission de se couper les cheveux pour les hommes ou pour nos garçons. Je sais qu'il y a un public féminin aussi, mais concrètement, c'est pas il est permis de se couper les cheveux. On se doit de se couper les cheveux puisque c'est Erev Yom Tov. Alors, ça peut se faire depuis dimanche matin, y compris dimanche après-midi. Il n'y a aucun problème de se couper les cheveux l'après-midi de Yom Tov et la veille de Yom Tov. Le seul problème, c'est quand ça tombe quand c'est Erev Pessah, comme c'est marqué dans le Siman 468. Erev Pessah, c'est spécial. Et c'est pour ça qu'on se coupe les cheveux avant Chatzot. Par contre, Erev Yom Tov, il n'y a aucun problème de se couper les cheveux. Par rapport à l'issue du Shabbat, beaucoup vont demander la question, est-ce qu'on peut se couper les cheveux à partir de Motsai Shabbat? Alors, dans les poskim, par rapport à l'opinion du Harizal, ça se discute un petit peu. Dans l'Achronim, à droite, à gauche. Une fois, j'avais amené pas mal de preuves que, essentiellement, l'opinion essentielle, c'est de faire à partir de la veille mamash de Yom Tov, c'est-à-dire cette année dimanche, depuis dimanche matin, et non pas samedi soir. Mais concrètement, si vraiment il y aurait urgence à cause d'un emploi du temps spécialement chargé du dimanche, alors on pourrait éventuellement donner une permission. Mais à la base, l'idéal, c'est de se couper les cheveux la veille de Yom Tov, qui sera donc à partir de dimanche matin. Ça, c'est par rapport à se couper les cheveux. Par rapport à Shavuot, on n'oublie pas que c'est un Yom Tov. Dans un Yom Tov, dans chaque Yom Tov, on a au moins 2 repas. À l'étranger, comme en France, vous avez même 4 repas, puisqu'il y a 2 jours de Yom Tov. Pendant les Yamim Tovim, on sait qu'on se doit de manger de la viande. Comme c'est apporté dans l'Admour Azaken, dans le Siman Taf Kuf Raftet, que malgré que le temple n'est pas là, et donc l'obligation forte de viande est amoindrie, cependant, il y a quand même une mitzvah de manger de la viande pendant les Yamim Tovim. Le Magen Avraham pense, dans le Siman Taf Kuf Memvav, et c'est apporté aussi dans le Sharet Shuvah et dans quelques décisionnaires,
que la mitzvah de manger viande, c'est le soir, le repas du soir et le repas de la journée. Donc, contrairement à certaines opinions comme le Sha'agatariya qui pense que le soir, il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande, c'est plutôt dans le repas du jour. Mais concrètement, la halakha, elle est dans les deux repas. C'est-à-dire que le repas, essentiellement, ce sont des repas de Yom Tov, viande. Donc, même le premier jour de Yom Tov, où en Eretz Israël, où il y a un seul jour, ça veut dire dimanche soir et lundi, les repas demandés par la halakha sont des repas viande et non pas des repas lait. On ne peut pas dire je vais remplacer mon repas viande du soir par un repas lait, comme ça je mange de ma viande, ou le contraire, je mange viande le soir et je mange lait l'après-midi. Non, au contraire, le repas de jour, il est encore plus important que le repas de la nuit. Et le repas de jour, d'après les Chachamim, c'est de la viande. Quand je dis de la viande, c'est de la viande rouge, pas du poulet, et sauf si vraiment quelqu'un n'aime pas vraiment des difficultés réelles avec la viande rouge. Mais c'est la viande rouge, parce que la mitzvah de Simcha, elle se fait remplacer ici par la viande. Et la viande rouge, comme c'est apporté dans le Magen Avraham, justement dans du bas, dans le Siman Tafkouf Nun Aleph, que ça veut dire de la viande rouge et non pas de la volaille. Donc, je ne peux pas remplacer mon repas de journée par un repas lait. Et le plus important, la première chose que j'ai en tête quand c'est Yom Tov, c'est 2 repas viande. Ensuite, le lait, c'est beaucoup moins important. Le lait, c'est une coutume. Donc, nos coutumes sont aussi importantes, mais ce n'est pas au niveau des Yamim de la mitzvah de Yom Tov. Donc, je rappelle que le minag de manger laitage, c'est un minag qui a été apporté par les décisionnaires ashkénazes. Mais bon, comme c'est un minag sympathique, ça a été adopté par les Sfaradim aussi. Malgré que ce n'est pas le Bet Yosef qui amène ça dans le Shulchan Aruch, c'est le Rama, qui est l'opinion, le rite ashkénaz. Maintenant, étant donné que nous avons la mise de manger de la viande et dimanche soir et dimanche en journée, alors où c'est qu'on va pouvoir rentrer le minag de manger du lait? Alors, l'idéal, c'est de manger du lait donc dans la journée de Shavuot, le premier jour de Shavuot, le deuxième jour en Chutz Laaretz, à l'étranger, il n'y a pas de besoin de manger des laitages. Le laitage, pour la majorité des opinions, c'est le premier jour de Yom Tov. Alors, on rappelle un détail intéressant, c'est que parmi les sources qui demandent de manger du lait, a priori, ça devait accompagner un repas réellement avec du pain. Ça veut dire qu'il y avait du pain même qui était fait en l'honneur du repas lait. Alors, à l'époque, c'était très facile. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'habitude de prier tôt, surtout que lorsqu'on ne dort pas toute la nuit, et voilà, ça fait partie des halachot de Shavuot, beaucoup de femmes se posent des fois la question, il y a la veillée, est-ce qu'on est concerné? La réponse est claire. Les femmes ne sont pas concernées. C'est-à-dire que les femmes n'ont aucun devoir ou même des besoins d'essayer de ne pas dormir la nuit de Shavuot. Bon, Hachem, vous avez le champ libre pour aller vous reposer. Vous méritez le repos, surtout quand on est l'éveil de Yom Tov, on se fatigue pas mal, plus que les hommes. Donc concrètement, sachez que les femmes n'ont pas d'obligation à rester réveillées la nuit, n'ont pas de inyan à rester réveillées la nuit, c'est apporté aussi dans le chute de Rav Pealim, et n'ont pas aussi le devoir de faire le tikkun de l'El Shavuot. Après, une femme a envie de faire, bon, c'est OK, il n'y a pas de problème, mais voilà, de ne pas avoir ces souffrances de morale. Est-ce que oui, je dois, est-ce que non, etc. Maintenant, concrètement, les hommes, lorsqu'ils n'allaient pas dormir toute la nuit, il y avait cette facilité technique de passer à la prière de Shacharit juste après la veillée. C'était quelque chose d'idéal. On est déjà réveillé, on en termine avec la prière. Cependant, la coutume Chabad, le Rabbi Rachab déconseillait fortement de prier suite à une veillée. Il voulait qu'on se repose d'abord. Et une des raisons, c'est parce que la prière, ça c'est important, parce qu'il y en a qui vont se reposer en soi-disant poussés par le Rabbi Rachab, mais il ne faut pas oublier le deuxième côté de la pièce. Ça veut dire que le Rabbi Rachab voulait, pour pas qu'on ait la tête lourde, parce que c'est un jour très important, les prières doivent être faites de Bekavana, encore chaque fois, mais encore plus le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, ça doit se faire avec beaucoup de kavana. Et c'est vrai que la fatigue est très difficile lorsque on prie directement après une veillée. En plus, on reste jusqu'au matin et c'est difficile, etc. Donc, mais à l'époque
où les gens priaient super tôt, le matin, il y a encore des rites qui le font. Des rites par Chabad qui ne suivent pas l'opinion du Rabbi Racham vont souvent être dans la circonstance, dans la situation de prier tôt dimanche matin. Alors, lorsqu'on prie tôt, alors on se retrouve à la maison très tôt. Ça veut dire qu'on peut se retrouver à la maison vers 10 heures du matin, on a déjà prié. Donc, c'était très simple de proposer un vrai repas chalavi avec du pain, du fait qu'on a encore toute la journée, on peut manger chalavi et ensuite aller se reposer et on peut passer à table à 2-3 heures l'après-midi et on aura de la place pour faire le repas principal de Yom Tov qui est le repas viande. Mais aujourd'hui, étant donné surtout dans certains endroits qui se comportent qu'on va se reposer et la prière, elle prend du temps et automatiquement on se retrouve à la maison vers les midi et demi, 1 heure, si ce n'est pas plus, le jour de Yom Tov. Alors à ce moment-là, si on fait un gros repas chalavi, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas être facile de faire un repas viande. Surtout un pays, par exemple, comme Eretz Israël, où ça se termine très tôt. Si on mange très bien un repas copieux chalavi vers 1 heure l'après-midi, 1 heure et demie, on n'aura plus de place pour un repas viande. Et ce qui se passera, c'est que c'est évident que l'option de ne pas manger viande, ce n'est pas une option, comme on a dit juste avant. Le Yom Tov, c'est beaucoup plus important de manger de la viande que de manger du lait à Shavuot. Le lait à Shavuot, c'est qu'une coutume. Par contre, la viande, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch qui est claire et qui est on va dire un doigt, mais qui est une mitzvah, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Rav Tet. Donc, comme on se doit de manger viande, et en plus, cette viande-là ne doit pas être simplement je mange de la viande à 4-5 heures l'après-midi, pour me rendre quitte, je mets un petit kazaït de viande dans mon assiette et comme ça, j'ai été quitte de manger viande. Le repas viande est le repas essentiel de Yom Tov. Donc, c'est accompagné de pain, c'est accompagné d'un repas. Donc, c'est pour ça que, étant donné comme j'ai dit, on prie tard et automatiquement, ça sera difficile de faire un repas chalavi copieux, mais après, et ne pas négliger le repas viande. Donc, il y en a beaucoup qui ont pris cette coutume. Le Darkei Teshuva, il amène ça dans Siman 89 de Yoredea. C'était un peu la coutume aussi du Rabbi, c'est qu'on fait kiddush. Et après le kiddush, on prend un petit peu de chalavi, un gâteau. Enfin, attention, parce que quand on mange des fois des gâteaux au fromage, on n'a pas assez, en vérité, de mésonotes dedans, parce que la farine, elle est très minime. Et on n'a pas assez donc pour justement considérer qu'on a mangé un vrai kazaït, parce que pour être quitte du kiddush, si on ne fait pas motzi, il faut vraiment manger du mésot. Donc c'est bien de préparer des fois des gâteaux normaux, etc., pour avoir mangé un kazaït pour se rendre quitte du kiddush. Et on goûte un peu de chalavi. Et ensuite, le repas viande se fera, on va en parler justement maintenant par rapport aux lois de lait et de viande, se fera en général chez Chabad, par exemple, 1 heure plus tard. Et là, on a de la place pour le repas. Par contre, si on va se mettre à manger un repas très copieux chalavi, c'est évident qu'on n'aura plus de place pour la viande. Et ce qui va se passer, c'est que des gens, des fois, ils vont dire stop, on n'en peut plus, on ne mangera pas de viande. Ou certains, ils vont dire à 5-6 heures, je vais prendre une petite assiette de viande comme ça pour me rendre quitte. Et donc, ça, ce n'est pas le côté idéal. On a des halachot dans Shulchan Aruch, Soudat Yom Tov du soir, Soudat Yom Tov du jour. Les deux, ce sont des repas copieux viande et non pas un repas chalavi. Le repas chalavi, on va le mettre justement avant le repas viande de la journée, mais il ne faudra pas exagérer à ce niveau-là. Donc, si quelqu'un vraiment, il attend Shavuot toute l'année pour manger beaucoup de chalavi, bon, qui se calme un petit peu aussi, et qui, même s'il va faire ça, qui ne néglige pas le repas. Alors, si la personne a décidé de faire ça, et qui termine son repas copieux chalavi à 2 heures de l'après-midi, bah, qu'il se rappelle que vers 5 heures, qu'il fasse un vrai kavod, qu'il fasse Netiat Yadayim, avec de l'armagnotte, avec un peu de salade, qui mange un repas viande, qui est le repas de Yom Tov officiel. Ok. Ça, c'est par rapport au point que les gens se posent la question, quel niveau doser le chalavi? J'espère que j'ai été clair de quelle manière c'est idéal de le faire. Puisqu'on a parlé de la simcha de Yom Tov, alors il est important de préciser que chaque jour de Yom Tov, on se doit aussi de boire du vin. Alors, c'est vrai que c'est surtout lorsqu'on parle aussi des hommes qui ont le plus la facilité avec le vin, mais de faire le kiddush, le chiyuv du kiddush, on ne doit pas
dans un kiddush, obligatoirement boire un revi'it. Ça suffit de prendre ce qu'on appelle melolugmav, de quoi remplir une joue, qui est la majorité du revi'it. Si un revi'it, c'est 86 grammes, alors à partir de 50, on a la majorité. Donc, on se rend quitte du kiddush lorsque la personne qui fait le kiddush. Mais vous avez beaucoup de personnes, des fois, qui ne font pas le kiddush, et par exemple chez les hommes, et ils ne vont pas spécialement boire. Et même la personne qui a fait kiddush, elle n'a pas bu un revit. Donc, je rappelle une halakha qui est apportée dans l'Admour Azaken, Siman, Taf Kuf Raftet, 529, halakha 4, qu'il y a une mitzvah dans les soudot, donc les soudas, ça veut dire le soir et la journée de Yom Tov, de prendre un verre de vin, un revit de vin. Donc, c'est apporté là-bas dans cette halakha. Et c'est pour ça qu'en général, c'est bien de ne pas compter sur le verre de kiddush pour ça. À part ça, c'est bien pendant le repas de prendre comme ça un petit revit de vin en plus. Regardez le Shulchan Aruch que j'ai mentionné. Bien sûr, je ne donne pas ce chiyuv aux femmes, mais je donne pour les hommes. C'est important. Les femmes, c'est marqué que la simcha des femmes, ça va surtout se réaliser déjà dans le repas, mais ça va se réaliser par le fait qu'on achète des cadeaux aux femmes pour les Yamim Tovim. Et il ne faut pas penser que des fois, dans la tête des gens, comme Pessah, c'est une grande fête très fatigante, et que Sukkot aussi, c'est une grande fête. Alors, c'est là-bas qu'on s'applique à acheter des bijoux à sa femme ou des cadeaux. C'est important d'acheter aussi pour Shavuot. Shavuot, ce n'est pas un Yom Tov moins que les autres. Donc, c'est important aussi d'acheter. Et les enfants aussi, de leur acheter des sucreries, des choses qu'ils aiment. De leur dire, c'est la manière comment on va les rendre joyeux. Les hommes, c'est surtout avec la viande et le vin, etc. Et chacun, il a son style de simcha. Donc, je ne dis pas que les femmes ne doivent pas manger de viande, ils doivent aussi manger de la viande pendant les fêtes. Mais je dis par rapport, pour compléter le lien de la simcha, c'est justement par des cadeaux qu'on achète pour la femme et les enfants, comme c'est amené dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 529 de Ilchot Yom Tov. Alors, je vais rentrer dans quelques détails de Chalavi, puisqu'on a, en passant à Shavuot, on est toujours en train de parler de Chalavi. Donc, on a compris la structure du repas Bessari du soir et de la journée et l'emplacement du repas Chalavi. Maintenant, en même temps, on peut profiter de donner quelques halachot de viande et de lait qui concernent, bien sûr, Shavuot, mais en même temps, ça nous aidera aussi pour toute l'année. Alors, premièrement, si quelqu'un voudrait faire des pains Chalavi, des fois on aime bien faire un pain spécial pour Chalavi, et en plus si on ne met pas d'eau, on met du lait, alors ça devient mésonote. Mais il faut faire attention, parce que si on prend du mésonote, même dans pas des grandes quantités, mais qu'avec ce qu'on mange, on mange du poisson, des salades, c'est pour ça que je ne conseille pas trop de faire un vrai repas copieux avec le Chalavi, comme j'ai dit avant. Parce que si je mange en plus avec du pain, même s'il serait mésonote, je serais obligé, d'après le Balatania dans Seder Bikatanim, je serais obligé de faire une Tzataim sur du vrai pain. Parce qu'il suffit que je mange, chaque fois dans l'année, c'est la même chose. Imaginez-vous que vous faites un vrai repas. Vous avez, je ne sais pas, du poulet, des pommes de terre, une salade, mais vous avez mangé tout ça avec un pain mésonote. Aujourd'hui, en France, ça se vend énormément. Tout le monde cherche pain mésonote, d'après la Chita du Rama, etc. Mais c'est faux d'après l'Admorazaken, parce que si vous mangez un repas copieux avec du mésonote, l'Admorazaken nous oblige à chercher du vrai pain pour faire un motzi dessus. Et ça ne va pas dépendre de la quantité de pain que je vais manger, de mésonote. Pourquoi ? Parce que je mange un repas très copieux avec ce pain. Et c'est des choses qui accompagnent le pain, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Malheureusement, ne prenez pas exemple de gens religieux qui ne font pas attention. Moi, j'ai pu voir même beaucoup de personnes, même à New York, lorsque des fois il y a des grands petits déjeuners Chalavi le matin, ils vont proposer aux gens des bagels mésonotes. Et les gens, ils prennent des œufs, du gruyère et plein, ils remplissent leur salade et ils mangent énormément avec du bagel mésonote. Et c'est un vrai problème. Le Mourzaken oblige d'aller faire motzi sur du vrai pain. Donc, mais en tout cas, pour rester dans le côté Chalavi, à la chot Chalavi, est-ce qu'on peut faire du pain lait ? Alors, la halakha, elle permet, dans le cas où on fait une petite quantité, c'est-à-dire une quantité qui va suffire
uniquement, on va dire, pour ce repas-là de Shavuot. Il y en a qui disent 2 repas, il y en a qui disent 1 repas. Vaut mieux qu'on fait bidjouk ce qu'il y a pour le repas. Bon, si on s'est un petit peu trompé et qu'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Mais en général, on va organiser qu'on fait exactement, on va pas faire beaucoup en trop pour en laisser pour plusieurs jours. On va faire une petite quantité. Sinon, une autre possibilité pour faire une grande quantité, c'est de faire des formes spéciales. Alors aujourd'hui, une forme ronde, il y a beaucoup de chalotes aujourd'hui qui sont rondes. Il n'y a pas que des chalotes un peu tressées comme ça. Il y a beaucoup de sortes de chalotes rondes, donc ça ne sera pas, voilà, par contre, triangulaire ou faire une forme spéciale pour voir que c'est chalavi. Ça serait une possibilité et ça ne nous limiterait pas en quantité. Concernant l'attente entre le lait et la viande, ça c'est la question pertinente que tout le monde toujours attend de savoir. Alors, dans le monde Bichlal, le monde séfarade, ceux qui ne sont pas influencés par la Kabbale, mais purement à la Sfarad, comme le Rav Yosef, etc., eux, Bichlal, ils n'attendent pas du tout après le laitage, que ce soit du fromage dur. On n'attend rien du tout. On se rince les mains s'ils sont sales, ou il y en a qui se rincent les mains toujours parce que des fois, on ne peut pas avoir confiance, comme Rabbeinu Peretz dit, on ne peut pas avoir confiance que nos mains sont propres, peut-être on voit mal. Donc, se rincer les mains, on boit quelque chose, on mange un aliment, et en général, la bouche s'est auto-nettoyée, et on peut passer à un repas Bessari. Il y en a qui ne demandent même pas de faire de bracha achrona, ça dépend des opinions, pour passer au repas. Ça, c'est l'opinion séfarade officielle. Alors, ensuite, il y a l'opinion Ashkenaz. L'opinion Ashkenaz, en général, pour le chalavi, qui n'est pas du fromage dur, et après on va parler des fromages durs, mais pour le chalavi en général, ça serait d'attendre une demi-heure. D'où est venu ce mot une demi-heure? Dans le Shulchan, ce n'est pas marqué, mais dans le Zohar, c'est marqué sha'ata chata. Si je traduis mot à mot, ça voudrait dire 1 heure d'attente. Mais on sait que très souvent, quand les sages ont utilisé le mot sha'ata 1 heure, ça ne veut pas dire vraiment 1 heure. Comme ça, Rabbeinu Yona de Gironde disait dans son commentaire sur Masechet Brachot. Donc c'est pour ça qu'il y a qui dit c'est un petit moment. Donc une petite demi-heure d'attente, ça c'est l'opinion Ashkenaz. L'opinion Chabad et l'opinion Chabad, elle est comme le Zohar dans Parashat Mishpatim, d'attendre réellement 1 heure de 60 minutes. Et chez les Sfaradim qui suivent le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, également, ils attendent 1 heure mamash. Alors, si on regarde les lois de Shavuot dans le Shla Kadosh, tout le monde entend parler du Shla Kadosh, Rabbi Shaya Horvitz, il y a beaucoup qui font, à l'approche de Rosh Chodesh Sivan, justement la tfila du Shlo. Le Shla Kadosh, lui, il écrit par rapport au repas Chalavi. Il dit, on fait kiddush, on mange du Chalavi, on fait la bracha achona, lui, bon, il lui parle du Birkat Hamazon, on fait bracha achona et on attend 1 heure. Alors c'est intéressant, c'est que dans son terme à lui, ça laisse entendre que l'heure est après la bracha achona. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que on peut s'imaginer comme ça. On va prendre un exemple tout simple. On est à la maison et on fait kiddush, il est 1 heure de l'après-midi. Je commence à manger un peu de gâteau chalavi, il est 1 heure et quart. Ensuite, je discute un petit peu de droite à gauche, je dis une petite Vartora, je goûte quelque chose de parvé, d'accord, une petite salade de tomates avec du maïs, etc. Et je fais ma bracha achona, il est 1h30. Donc, j'ai terminé mon gâteau chalavi à 1 heure et quart. J'ai terminé ma bracha achona à 1h30. Dans les termes du Shla, c'est marqué, j'attends 1 heure après ma bracha achona. Alors, c'est vrai que beaucoup ne font pas attention à ce dit, disant l'essentiel, c'est de séparer d'1 heure. Mais dans le Shla, ça se défend. Le rabbi lui-même avait amené le Shla pour le lien d'attendre 1 heure, etc., pour renforcer le point d'attendre 1 heure quand les gens n'étaient pas très au courant. Donc, c'est une chose qui est positive à respecter. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le moment où vous avez fait la bracha achona après le repas lait, vous regardez la montre, il est 1h45, vous pourrez faire un Etziat Adaim et commencer votre repas viande à 2h45. Et il y en a même qui disent que c'est bien de commencer le repas que après 1 heure et pas de commencer le repas avant et d'attendre que le temps passe pour qu'il y ait 1 heure avec la viande. Mais voilà, vous séparez vraiment les repas de 1 heure. Depuis la bracha achona jusqu'au début de l'autre repas, il y a 1 heure au milieu. Alors, très souvent, c'est facile à accomplir parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accomplir le minhag du rabbi de prendre un petit morceau de gâteau pour se rendre quitte.
ils vont vraiment un peu exagérer. Et donc, de toutes les manières, ils n'auront pas de place dans 1 heure pour faire un vrai repas. Ils vont devoir attendre un peu plus. Mais en tout cas, le minimum après la bracha achorona, c'est d'attendre 1 heure. Maintenant, la question qu'on va se poser, mais est-ce que sur tout le halavi, c'est maximum 1 heure ou il y a du halavi qu'on pourrait attendre plus de temps? Quelqu'un qui mangerait, par exemple, une tranche de gruyère, donc quelqu'un qui mangerait une tranche de camembert. Alors, c'est un sujet très débattu. Il faut simplement, moi, mon opinion, c'est que sur 90% des fromages, on attend simplement 1 heure, y compris les gruyères connues, les tranches de gruyère habituelles, qu'un gruyère aujourd'hui, ça va en cave environ 1 mois à 2 mois maximum. Les camemberts également. C'est vrai qu'ils ont des systèmes rapides, mais voilà, c'est sûr qu'il y a des camemberts, il y a du parmesan qui peut rester à 9 mois, 1 an. Il y a différents fromages aujourd'hui de qualité qui sont durs et qui peuvent rester. Mais en cas, moi, je parle pour le moment pas de ces fromages-là. Je parle des fromages que les gens ont l'habitude d'acheter, des petits camemberts comme ça, Président et compagnie, et avec du gruyère habituel comme ça. En plus, des fois, ils sont vendus en tranches. Alors, ces gruyères-là ne restent pas trop longtemps. Moi, je pense que c'est 1 heure. Beaucoup de rabbinim pensent aussi en Israël que c'est 1 heure. Après, il y a différents rabbinim qui pensent plus. Alors, je vais simplement expliquer je pourrais faire un shiur d'1 heure que sur ce sujet, mais je voudrais simplement donner quelques points de défense pour cette opinion-là. Alors, c'est très simple. Pour défendre cette opinion, il faut d'abord rappeler que le Talmud ne parle pas une seconde d'attendre après le fromage. La Gemara nous dit, mais fourrage, que quand on mange du fromage, on doit se rincer les mains, rincer la bouche, en mangeant quelque chose, en buvant quelque chose, et c'est terminé. Rien d'autre à faire. C'est pour ça que le Rachal, Rabbi Shlomo Louria, qui est un très grand gaon il y a plus de 500 ans, il dit que ceux qui attendent des heures ou qui attendent Birklal après le fromage, qu'il soit dur ou pas dur, il dit ce sont des apicoros. Il utilise un terme un peu dur, ça veut dire vous êtes contre, vous ne croyez pas aux sages. Le Talmud ne l'a pas dit, le Talmud au contraire a dit le contraire qu'on peut manger tout de suite, et vous avez inventé un nouveau chose. Donc ça, c'est important de mettre ça de côté, c'est pas n'importe qui a dit ça. Deuxièmement, dans le Shulchan Aruch, le Bet Yosef marque qu'on n'attend pas après le fromage, comme la Gemara. Le Rama ne dit pas le mot 6 heures. Le Rama, alors c'est dans le Siman 89, Halakha 1, le Rama, il écrit qu'après la viande, là on ne parle pas après le lait, après la viande, c'est marqué que normalement, on devrait avoir la coutume d'attendre 1 heure et pas plus, après la viande. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend 6 heures. À la fin, il écrit qu'il est bien d'être mahmir, d'attendre 6 heures après la viande. Mais à la base, il était parti d'attendre maximum 1 heure, d'après un petit peu, si on veut dire, le minag et le din. Donc, et ensuite, dans le deuxième sif, lorsqu'il parle du contraire, lorsqu'il parle de commencer avec le fromage et ensuite la viande, alors là, il dit qu'on doit attendre comme on attend après le fromage dur, on doit attendre comme on attend après la viande. Alors peut-être qu'il veut dire qu'après la viande, c'est quoi? C'est que juste après la viande, j'attends 1 heure à la base. Et donc, quand j'attends comme pour après la viande, ça veut dire que j'attends 1 heure aussi. Peut-être que le Rameau n'a jamais pensé de dire qu'il faut attendre 6 heures après le fromage. Pourquoi? Parce que les 6 heures après la viande, pour lui, c'est un hidour, c'est une khumra. Alors, quand il a dit après, et on va être mahmir, on a la coutume d'être mahmir, d'attendre après le fromage dur comme on attend après la viande, peut-être que son attention, c'est 1 heure. Et en plus, le char lui-même, quand il amène le makor de ce din, etc., il amène des sifré Kabbalah. Et dans le rameau aussi, on a rajouté des hagaot. Et là-bas, on sonne le zohar. Le zohar, il ne parle pas de 6 heures, il parle d'1 heure. Donc, d'après le char, il pourrait comprendre que le rameau parle d'1 heure, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas de source dans le Shulchan Aruch, ni chez les Sfaradim, ni chez les Ashkenazim, bichlal d'attendre 6 heures. Et en plus que le Rachal pense que d'attendre un peu le fromage, c'est d'apikorsut. Cependant, le Taz, lui, il le dit clairement. Quand il commente le rameau, qui dit qu'il faut attendre après le fromage dur comme on attend après la viande, alors il dit là-bas 6 heures. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a un fromage qui est vraiment dur, alors fromage dur, c'est important de préciser un point, c'est que les fromages, ils étaient mis en cave pendant très longtemps et c'est vrai qu'il fallait même des couteaux spéciaux de fromager pour bien les couper.
On peut retrouver ça dans le Rashba, dans Choulin, et on peut trouver ça, ceux que les maris qui ont fait la smicha, ils peuvent se rappeler dans le Siman 94, on a, je pense, le Char 32, là-bas, il parle il dit par exemple que la viande qui est cuite, ça s'appelle molle. Parce que c'est marqué que si, par exemple, on aurait coupé de la viande froide, par exemple, avec un couteau lait par erreur, si c'est à froid, il faudrait si on aurait coupé, par exemple, un fromage dur avec un couteau viande à froid, il faudrait tamponner le couteau 10 fois. Alors, le char, il dit, et alors, et si on coupe de la viande froide avec un couteau lait, est-ce que lui aussi, il faut tamponner? Non, parce que la viande, c'est pas quelque chose de dur. La viande, c'est mou, etc. C'est le fromage qui est dur. Donc, on parle d'un fromage qui est quand même assez dur et c'est pour ça que le char, il écrit qu'en général, la dureté du fromage, c'est environ 6 mois. Et c'est quoi, en vérité, le problème du fromage dur? D'après la logique du char et du rameau et le prix Hadash, Rabbi Chizkia d'Issilou, il écrit il y a 400 ans que le pshat, c'est parce que de la même manière que la viande, il faudrait attendre 6 heures à cause de la viande qui pourrait rester coincée entre les dents. La même chose, un fromage dur, ça pourrait rester entre les dents. Donc, on parle de la dureté du fromage. Aujourd'hui, nos camemberts et nos gruyères, ce sont des choses qui restent à peine un mois. Il n'y a pas cette dureté qu'il y avait dans des vrais fromages qui sont restés très, très longtemps. C'est pour ça que. Et il y a aussi une autre raison, c'est la raison du Taz. Le Taz lui dit c'est pas à cause de la dureté du fromage, c'est à cause du goût fort qu'il pourrait avoir dans le fromage, etc. Et c'est quoi le goût fort qu'il donne comme exemple? Il dit quand le fromage, on peut dire la moisie, où il est resté en cave pendant tellement de mois, alors il y a un goût très fort qui s'installe. Aujourd'hui, des fois, il y a des goûts forts un petit peu, c'est simplement ou parce que c'est un petit peu épicé, ou etc. Mais c'est l'avdavka parce que c'est le goût fort d'un fromage. Aujourd'hui, ça reste 3 semaines, 1 mois, 2 mois maximum. Je ne parle pas de certains fromages qui sont aujourd'hui très longs. Aujourd'hui, quand vous avez un nom d'un fromage assez classe, avec un cher, vous pouvez même taper sur Internet le nom du fromage. On va vous dire, ce fromage-là, il a, en général, quand c'est des fromages réputés comme ça, le parmesan, etc., ils vont vous dire, celui-là, il reste 1 an en cave, 9 mois en cave, etc. Donc là, vous pouvez voir que c'est dur et ça a les conditions d'un fromage dur. Mais si on reste avec des fromages qu'on a l'habitude, des cottages qu'on a l'habitude, des fromages bulgaris, fati comme ça, ce sont des fromages qui sont assez rapides et c'est pas le goût fort, c'est pas parce que c'est salé que ça s'appelle un goût fort. Donc il n'y a pas le goût fort, donc il n'y a ni la raison du Taz, ni la raison du char. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester maximum, se limiter à 1 heure et pas plus. Et toute personne qui vont dire oui, mais peut-être que ce fromage il est resté pendant et peut-être que les produits d'aujourd'hui font l'effet de l'époque. Et même si on se serait trompé, on se rappelle du Rachal qui pense que Bichlal, le Talmud pense que il n'y a aucun problème avec le fromage dur, et d'après le Talmud. Et en plus, dans les raisons, les seuls qui ont été marmir fortement, on va dire, c'est le char, le rama, et ils n'ont même pas parlé de 6 heures. L'intention, c'est peut-être d'attendre qu'une seule heure, comme le char il a compris. Et en plus, ils ont rajouté dans le makor du rameau le Zohar. Et le Zohar, il parle d'1 heure, il ne parle pas de 6 heures. Et donc, on est largement serein d'attendre une seule heure après le fromage. Donc, voilà. Alors, donc, ne vous amusez pas à prendre quand même des parmesans, etc. Par contre, même ceux qui vont prendre des fromages de haut niveau qui restent des mois et des mois, très souvent, ce que vous pouvez faire, c'est des fois quand on les prépare, en même temps, on peut réchauffer, comme vous pouvez réchauffer des pizzas, réchauffer des pâtes. Et ben, si vous mettez des fois de la poudre de parmesan, mais sur des pâtes très chaudes, vous pouvez les mettre un peu à réchauffer sur la plata, etc., ou sur quelque chose. Bon, si on veut utiliser une plata, c'est une question que tout le monde pose la question. La plata, en général, elle est besservite. C'est pas qu'il y a de la viande qui est mise directement dessus, mais des fois, le chouan, il peut se renverser. Bon, si elle est propre, en plus, on la laisse un petit peu allumer 20 minutes avant le Yom Tov, à fond, même une petite demi-heure, on va dire, et vous la recouvrez d'aluminium, vous pouvez exceptionnellement l'utiliser pour réchauffer des choses dans des barquettes en plus. Khalavi. Et donc, si le fromage qui est dur, il a fondu, et il est en état de fondu, donc il n'a même plus la raison du fromage dur. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui discutent sur ça, mais dans ces halachot-là, il faut aller chercher la koula. Pourquoi? Parce que c'est à peine
à peine on arrive à défendre d'attendre 6 heures après un fromage. Donc, le Yad Yehuda, qui est un grand possède qui est utilisé par beaucoup de rabbins et Chabad, ce Sefer, très intéressant sur Yoredea, il écrit clairement dans le Siman 89 que si le fromage dur, il a fondu, on ne doit pas attendre 6 heures, même sur les fromages qu'on doit attendre 6 heures. Donc, ça, c'est un point important. Par rapport à bien sûr, écouter la Torah, ça, c'est un lien très important à Shavuot d'écouter la Torah. Donc, ça, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous convaincre et de convaincre, voilà, d'amener nos enfants pour organiser des Kriyat Torah. Il faut savoir que pour faire des lectures, spécialement pour les enfants, chez nous, c'est à condition qu'on a des hommes qui n'ont pas entendu la Kriyat Torah et donc on peut sortir le Sefer Torah pour eux et en même temps des enfants pourront en profiter. Voilà. Maintenant, il faut rappeler que le but de Shavuot, c'était un petit peu Matan Torah, c'est d'amener les enfants, c'est un petit peu pour rappeler le grand rassemblement qu'il y avait autour de Matan Torah, Anashim, Nashim, Vetaf. C'est pour ça, bon, à part les synagogues qui vont faire des précautions encore, nous, Baruch Hashem, en Israël, grâce à Kadosh Baruch Hu qui nous a envoyé ce Pfizer, eh ben, on a terminé complètement, on n'a plus de problème, on n'a plus de masque, plus rien du tout. Mais ceux qui subissent encore le corona, il faut savoir que c'est évident qu'il faudra respecter les limites. S'il faut faire plusieurs minyanim, on fera plusieurs minyanim. Mais par contre, il ne faudra surtout pas sortir le Sefer Torah, malgré que ça existe, ces opinions. Mais nous, on ne pense pas comme ça, qu'il faut sortir un Sefer Torah que pour lire à des enfants. Non, on sort un Sefer Torah pour les amener dans un chiyuv. Et l'idéal pour un chiyuv, c'est d'amener un minyan autour d'eux. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve toujours 6 hommes qui n'ont pas écouté. Et j'ai écrit un ouvrage d'une dizaine de pages il y a quelques années qui a été diffusé un peu dans le monde entier chez les rabbanim. C'est qu'on ne peut pas assister à la Kriyat Torah et dire je pense me rendre pas quitte et comme ça je vais pouvoir faire la lecture pour les enfants après. Non. Si la personne elle a écouté, sur ça elle ne pourra pas dire qu'elle ne peut pas se rendre quitte. Je l'ai prouvé très longuement par un ouvrage entier sur ce sujet. Donc, c'est important d'aller écouter, comme j'ai dit, la Torah. Si on peut aller l'écouter dans les endroits où c'est permis, qu'il n'y a pas trop de problème de corona, alors c'est important d'aller écouter Dafka Berova Madrat Meler quand il y a du monde à la synagogue pour essayer de revivre un petit peu le matzav de Arsinaï. Les hommes qui sont restés réveillés toute la nuit, on rappelle qu'avant l'aube, il faut se tremper au mikvé. Ça ne faut pas attendre l'aube pour se tremper au mikvé, il faut se tremper avant l'aube. Pour que quand l'aube arrive, on est déjà pur. C'est ce que le Shloah Kadosh il écrit. Donc, c'est pour ça qu'en général, les maris s'empressent. Alors, chacun il demandera à son rave c'est quand l'aube, etc. Dans cette opinion-là, en vérité, puisqu'on cherche à se tremper avant l'aube, pour ne pas, Shalom, se tremper après l'aube, selon une certaine opinion, on prend la déa la plus rigoureuse. La déa la plus rigoureuse, c'est la déa de Rab Chaim Naé, que lui pense que avant l'aube, c'est 4000, c'est un shiur de distance. Avant, on va être 4 fois 24 minutes, ça fait 120 minutes minimum, un peu plus de 120 minutes avant le lever du soleil. Et donc, c'est avant ce moment-là que la personne va se tremper. Ensuite, ça dit à ça aux hommes, à vos garçons, dites au mari, de faire très attention à ça. Quand on revient de la veillée, alors très souvent, les personnes ils vont s'écrouler de fatigue. Et ensuite, c'est très possible que la personne va louper le Kriyat Shema, louper le Kriyat Shema le jour de Shavuot. C'est vraiment très dommage. Donc, la meilleure chose à faire, c'est la chose suivante. Dès que vous voyez que l'aube est arrivée, d'après l'Admorazaken, on peut faire toutes nos brachot. Donc, c'est Kedaï de faire toutes les brachot. Beaucoup disent que c'est bien de faire les ktoret avec les korbanot aussi. Rav Ashkenazi Rav Hasham, il pensait que c'était lié à Shachrit, mais c'est pas, ça c'est un peu compliqué à faire. Si quelqu'un il peut le faire, mais tant mieux. Sinon, c'est pas du tout une obligation. Il y a largement sur qui se reposer. Donc, de faire les brachot et retenez bien de faire Kriyat Shema en entier avec une attention double. C'est-à-dire que on va se dire comme ça, si j'arrive à me réveiller à temps et je vais faire le Kriyat Shema à temps, que je ne me rends pas quitte de ce Kriyat Shema. Mais si je ne vais pas me réveiller à temps, eh ben, que Hachem fasse que je me rende quitte de ce Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que d'après la halakha, la personne n'a pas à attendre le moment, il y a le moment où on fait le Kriyat Shema. Dans le Siman 58, il y a un Zman
de Kriyat Shema, le Zman Kriyat Shema, il est plus tard que l'aube. Maintenant, la personne, elle a envie d'aller dormir, il ne lui reste pas beaucoup d'heures jusqu'à qu'il va se réveiller pour la prière. Donc, la personne a du mal à attendre le moment de Kriyat Shema. Donc, la personne va faire le Kriyat Shema à l'aube. D'après la halakha, ça peut être autorisé par force majeure. Mais étant donné qu'ici, il y a peut-être une possibilité qu'on va se réveiller avant la fin du Zman Kriyat Shema, c'est pour ça que c'est bien de dire au mari comme ça, fais tes brachot, fais le Kriyat Shema al-Tnaï, conditionné. Si j'arrive à me réveiller à temps, ce Kriyat Shema ne sera pas le Kriyat Shema de mon chiyuv. Et si j'arrive pas à me réveiller à temps, que je me rende quitte de ce Kriyat Shema. Donc ça, c'est un petit peu, on a fait un petit peu d'alachot sur ce sujet. Je vais répondre, j'ai une journée intense, sans arrêt de cours du matin au soir, et 3-4 endroits où je me suis fait enregistrer en vidéo pour différentes choses qui vont se diffuser. Alors, dont un cours sur Mashiach. Alors, donc je vais répondre à 3 questions. Je suis désolé si on attendait un peu plus. Donc, je vais voir si ça s'est affiché quelque chose et je réponds aux questions. Une seconde. Est-ce que j'ai vu? J'ai de retrouver les questions. Converser, peut-être. Ah, voilà. Non. Ah, j'ai eu un compliment de ma mère, d'accord. Ok. Bon. Je laisse le temps, quelqu'un qui peut-être veut prendre le micro, je réponds à 3 questions et voilà, et on s'arrête là. Bézat Hashem, qu'on puisse, comme le Rabbi précédent dit, la bracha, les kabbalat Torah besimcho bepnimiut, et qu'on n'ait plus chas v'shalom d'épreuves comme on a vécu. Alors j'écoute s'il y a une question, besimcha. Okay. Bon, peut-être tout est clair. Oh, ok. Bon, on va s'arrêter là. Maximum, vous connaissez mon WhatsApp. Je répondais aux questions Bézat Hashem comme je fais d'habitude. Des bonnes nouvelles et que, oui, si Dieu veut, les cours que j'ai enregistrés, c'est de bonne qualité. On était dans un endroit spécial pour avoir une très bonne qualité. Et dès que je les ai, on va les diffuser, Bézat Hashem. Ok, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et qu'on soit zoré. Oh, enfin, on va répondre à une question. On peut manger un. Oui, merci d'avoir posé la question. C'est très important. On me la pose souvent et je n'y ai pas pensé à vous la mentionner. Alors, surtout pas, vous rendez surtout pas quitte du halavi au petit déjeuner. Pourquoi? Alors, des fois, je l'ai mentionné un petit peu d'une manière chiouvite, je ne l'ai pas exclu, mais j'ai dit que la coutume elle est de faire kidouche et de goûter du halavi après le kidouche. Pourquoi? Bon, déjà, il faut savoir que le matin, beaucoup ne sont pas censés manger avant la tfila. Alors, c'est vrai qu'on a cette coutume, surtout quand on prie tard, on a cette coutume pour ne pas prier pour manger, mais manger pour prier, comme on dit chez nous. Donc, de certaines permissions. Mais voilà, c'est pour ça que dans les poskim, vous verrez personne qui a proposé de manger du khalavi le matin, parce que c'est normal, le matin, c'est un café ou un thé. Voilà. Mais concrètement, on va dire, peut-être ils n'en ont pas parlé parce que il n'y avait pas cette coutume de manger le matin. Mais la vérité, c'est que ici, il faut faire une remarque, il faut montrer quand même la coutume, elle est de montrer une importance au khalavi. La Torah est comparée au khalav, vache, khalav, tachat, leshoner. Ou bien la raison qu'on connaît que c'était Shabbat, Matan Torah. Comme Matan Torah, c'était Shabbat. Donc, si on avait de la viande, c'était de la viande qui avait eu la shrita avant Shabbat. Mais avant Shabbat, on n'était pas juif, parce que la conversion s'est passée réellement au moment de Matan Torah. Donc, comme on est devenu juif après, c'est comme si on avait fait une shrita quand on n'était pas juif, donc la viande n'était pas mangeable. Donc, on n'a pu manger que du lait. C'est en souvenir de ça qu'on mange du lait d'après une opinion. Il y a beaucoup d'opinions. Mais en tout cas, pour montrer qu'on mange du lait pour Shavuot et pour Matan Torah, on ne peut pas manger du lait le matin. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont l'habitude dans leur petit déjeuner de manger du halavi. Donc, on n'a pas du tout marqué le coup. Donc, il faut marquer le coup. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se rendre quitte par le petit déjeuner. Voilà, des bonnes nouvelles, Psorot Tovot, Kabbalat Torah, pour tout le monde, Besimcha Bepnimiut.